Voilà. C'est pas toujours une partie de plaisir, hein, quand il fait froid et que les vannes sont bloquées. C'est pas si facile que ça. Quelques voitures de rêve, un peu de tape à l'œil et pas vraiment couleur locale au château de Vaux-le-Vicomte. Aujourd'hui, Jean-Charles de Vaugué accueille une vente aux enchères de prestige dans les communs de son château. Des dizaines d'objets d'art, de meubles anciens, de peintures, de sculptures, dont les prix varient de 200 à 170 000 euros. C'est amusant de voir la vente, de voir une vente aux enchères qui a généralement a lieu à Drouot, dans les grandes salles à Paris. De voir ici l'émulation qu'il y a dans une salle, dans la salle Fouquet, qui d'habitude ne sert pas du tout à ça, donc c'est amusant. Ici, les clients sont triés sur le volet. L'entrée du château est gratuite pour eux. Certains viennent même de Chine pour débusquer des pièces qu'ils veulent absolument rapatrier au pays. 5 000, 5 500. Et ça peut monter très haut. 20 000, 100. 20 100. 20 500. 20 500. 21 500. 22 000. 500. 26 500. Vous avez fait des fonds de poche? Allez, coupez. Adhérez à 28 300 euros. Cette vente est aussi l'occasion de faire connaître le château dans le monde entier. Car aujourd'hui, les touristes connaissent Versailles, mais pas vraiment Vaux-le-Vicomte. Pourtant, sans lui, Versailles n'existerait pas. L'incroyable histoire de Vaux-le-Vicomte remonte au XVIIe siècle. En 1653, Nicolas Fouquet, ministre des Finances de Louis XIV, fait construire sa nouvelle demeure. Il veut le meilleur pour son domaine. Alors, il réunit la Dream Team du moment. André Lenôtre pour les jardins, Louis Levaux pour l'architecture et Charles Lebrun pour la décoration. 5 ans plus tard, le plus beau château de l'époque sort de terre. Mais le roi soupçonne Fouquet de voler dans les caisses. Et surtout, il jalouse la splendeur de Vaux-le-Vicomte. Le rêve de Fouquet se transforme en cauchemar. Sur ordre de Louis XIV, il est arrêté par un ami proche, D'Artagnan. Il finit sa vie en prison pendant que le roi Soleil s'inspire de Vaux pour construire Versailles en s'appropriant le trio de maîtres. Puis, le château passe de propriétaire en propriétaire jusqu'à sombrer dans l'oubli. En 1875, Alfred Sommier, un riche industriel du sucre, le rachète aux enchères pour une bouchée de pain. Il le sauve de la démolition, le rénove et le transmet à ses descendants. Aujourd'hui, ce sont les arrière-petits-neveux d'Alfred Sommier, de jumeaux, qui reprennent le flambeau. Ce matin, Alexandre et Jean-Charles de Vaugué se rendent à la chapelle privée du domaine. Voilà notre chapelle. Depuis le 19e siècle, le château est devenu le fief de toute une dynastie. C'est ici que Jean-Charles a fait baptiser ses 4 enfants. Des traces de l'histoire familiale sont même gravées sur les vitraux. On voit même le petit enfant en haut à droite qui représente notre père. Donc c'est le sculpteur ou celui qui a travaillé ce vitrail s'est inspiré de certains personnages de l'enfance, de la période de l'enfance de notre père pour faire ces différents personnages. Donc ça, c'est tout à fait, on va dire, moderne. Aujourd'hui, le père s'est retiré dans une aile du château. Il a transmis à ses fils l'amour du lieu et une mission, préserver la splendeur de Vaux-le-Vicomte. Les 2 frères se sont répartis les tâches. T'as fait ton signe de croix, non ? Alexandre, à droite, est chargé de faire connaître le plus grand château privé de France et Jean-Charles de le rentabiliser. On a un devoir, pas forcément vis-à-vis de notre père, mais en tout cas vis-à-vis de la famille en général, de la famille Sommier et Vaugué, de reprendre le flambeau, en tout cas qu'il y en ait au moins un d'entre nous qui reprenne le flambeau et qui permette à Vaux de survivre à travers les générations et d'être le mieux restauré possible. Et nous, ne serait-ce que par
respect pour ce travail gigantesque qu'ils ont fait, qui nous ont facilité quand même le travail, on continue. Et cela commence par l'écrin du château, son parc, qui a lancé la mode des jardins à la française en Europe. La sortie, c'est par là. Jusqu'en 1875, les 450 hectares de parcs et jardins de Le Nôtre étaient à l'abandon. Il n'en restait rien. Alfred Sommier et son fils ensuite ont tout refait. Des travaux titanesques qui ont duré près d'un demi-siècle. Jean-Charles et Alexandre ont maintenant l'immense tâche de l'entretenir et de se rapprocher le plus fidèlement possible de la création de Le Nôtre. C'est Patrick, le chef jardinier, qui orchestre la mise en œuvre. On a très peu de certitude sur ce qu'il y avait exactement au XVIIe. En fait, la seule chose dont on est à peu près sûr, les deux seules choses, c'est ce tirage du plan de l'Institut, donc qui montre à peu près le jardin de fleurs, et puis ce croquis de Sylvestre, réalisé à la demande de Fouquet. On voit qu'il y avait un grand parterre de fleurs. On sait les listes de fleurs qui étaient utilisées au XVIIe, mais les goûts ont évolué, et puis on a maintenant des variétés qui sont quand même beaucoup plus florifères. Donc non, on utilise clairement des variétés de fleurs modernes. Verveine, Diacia, Limonium, Salva, Verveine, Goras, Caevola, Senson, Pétunia, Euphorbe. Moderne ? Pas sûr. En tout cas, il est loin le temps des croquis de Le Nôtre. C'est sur ordinateur que Patrick répartit les 10 000 fleurs du parterre avec une cohérence qui respecte l'art des jardins à la française. Donc vous aurez des plantes basses dans la zone bleue, des plantes moyennes dans la zone jaune et des plantes plus hautes en rouge, de façon à ce que ça vous fasse une montée et que le regard ne se bloque pas sur les premières fleurs. Il est évident que si vous passez au milieu du massif et si vous êtes ici, vous aurez une vue différente. Ce massif, le voilà. En hiver, il est difficile d'imaginer la perspective et les couleurs. Pourtant, tout est pensé. Rien n'est fait au hasard. À ce jour, la volonté sur le parterre de fleurs de Vaux est d'avoir un massif estival donc qui va fleurir de fin juin, du plus tôt possible, mais dans la réalité des faits, ça donne deuxième quinzaine de juin, jusqu'au plus tard possible dans la saison, fin septembre, voire mi-octobre. En fait, c'est Fouquet qui impose les fleurs à Le Nôtre. Le jardinier, lui, pour ses perspectives, ses structures géométriques et la finesse de ses dessins, préférait une plante qui reste verte toute l'année, le buis. Malheureusement, aujourd'hui, les buis de Vaux-le-Vicomte sont en danger. Il y a des gros problèmes de maladies sur les buis, des maladies fongiques, donc des champignons qui se développent. Je fais régulièrement faire des analyses, j'en ai en cours là, et a priori les premiers résultats sont vraiment pas bons. C'est vraiment un énorme problème. Pour sauver les arbustes d'une mort certaine, les 8 jardiniers du parc ne suffisent pas. Alors ils font appel à des secouristes un peu particuliers. On n'est pas au salon de coiffure, on est à l'infirmerie. Serge est bénévole au château. Ils sont une quarantaine à œuvrer dans tous les domaines pour sauvegarder ce patrimoine. Depuis un mois, il est affecté principalement au sauvetage des buis. Le début de la maladie, c'est ça. On commence à voir les plantes qui jaunissent. Hein. Donc c'est légèrement jaune, comme on le voit à certains endroits. Puis on arrive sur des trucs, sur ce genre de... où la plante, on voit qu'elle est vraiment très malade. Donc là, on va la couper. Donc ça, c'est une plante qui a été énormément attaquée. Et donc notre travail consiste à faire une petite taille par-dessus, ce qui permet de donner à ces petites feuilles de la lumière, de l'air, de manière à ce qu'elles se développent. Serge se donne corps et âme au domaine depuis 4 ans. Il ne peut plus se passer du château et c'est réciproque. C'est un domaine privé et donc on est très proche des équipes qui travaillent ici, on est très proche des propriétaires, on est très proche des gens qui travaillent et c'est un plaisir parce qu'on vit avec le château. On vit avec les équipes, on n'est pas des purs rapportés. Finalement, on s'approprie le château aussi quelque part. C'est un peu notre château. Ça vient comme un amour à l'état pur. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est de l'amour pur et simple. Mais il y a des tâches que Serge ne peut pas faire, trop dangereuses pour un novice. Car un autre fléau s'abat sur le parc, les sangliers. On en compte des dizaines dans l'immense forêt qui entoure les jardins. Ils sont friands des vers qui vivent sous les pelouses et les dégâts sont énormes. Régulièrement, on a quasiment 2 hectares de toiture, de pelouse à refaire tous les ans. Et voilà les dégâts de sangliers qu'on voit par exemple ici. On voit les traces de pieds de sanglier là, ici. Et donc ça a l'air assez frais, ouais.
Bon, bah, je crois qu'on va en voir aujourd'hui. Au grand mot, les grands remèdes. Régulièrement, Jean-Charles organise des parties de chasse pour éradiquer le sanglier de son domaine. Une bande de copains se dévoue avec plaisir et prête main forte. La sécurité est hyper importante. Je vous rappelle donc de faire attention à vos angles de tir, de vérifier à chaque fois où sont vos voisins. Donc tout le monde a une veste orange, donc tout le monde peut s'identifier. Non. Allez là. Hop. Là. Daniel, là. Hop. Ça s'appelle D'Artagnan. Ça ne plairait pas à Nicolas Fouquet, ça? Ah si, c'était son ami. Ah bon, je crois que c'est lui qui l'a Même s'il l'a arrêté, c'était son ami, à la base. Je pêchais avec les employés du domaine avant l'âge de 16 ans. Bon, je sais pas, de 12 ans à 16 ans, j'allais à la pêche le dimanche matin. Et puis je m'ennuyais un peu à la pêche, et puis donc comme ils chassaient aussi, bah, dès que j'ai eu 16 ans, dès que j'ai eu le droit de chasser, mon père ayant été chasseur, il m'a donné ses fusils et je me suis mis à la chasse. Je ne chasserais pas, j'aurais pas de copains chasseurs, on serait obligé de faire venir des équipes extérieures pour venir chasser le sanglier, on serait obligé. Là, il bosse, là, il bosse. Il est en plein boulot, là. C'est un métier difficile. Hein. Ouais, vous êtes prêts? Ok, bah c'est parti alors. Ok, tout à l'heure. Bon, c'est parti, on va sonner le début de la traque. Hey Daniel! Deux équipes sont réparties sur le terrain. La première est chargée de repousser les cochons vers l'avant et l'autre les attend 500 mètres plus loin pour les tirer. Alors là, nous on est les traqueurs, donc on avance, on essaie d'avancer en ligne en tout cas. On fait du bruit, on s'interpelle régulièrement pour savoir où est-ce qu'on est. Ça chasse devant là. Ah, c'est un chevreuil. Bon. Le parc est rempli de chevreuils, mais aujourd'hui, ils auront la vie sauve, car la cible, ce sont les sangliers. Allez, on y va! Allez, c'est tiré. Premier coup de carabine. Il est! Il est mort. C'est toi qui te tire, Yann? Il est vachement clair. Hey, C'est la balle de rein qui le... bah, depuis le temps qu'on leur court après, c'est déjà ça. La chasse va durer encore toute l'après-midi. 4 sangliers seront pris, un court répit pour les pelouses arrachées. Et pendant ce temps-là, les jardiniers chassent les feuilles mortes. En automne, il faut le faire tous les jours, sauf cas exceptionnel. Je me rappelle d'une année où, à cette époque-ci, à peu près, il y a un hélicoptère qui est venu faire des prises de vue du château. Et en fait, il nous a mâché quasiment une semaine de travail. Rien qu'en passant au niveau de l'Hercule, il a chassé quasiment l'intégralité des feuilles de platane. C'était assez plaisant. Mais surtout bien pratique, car si les feuilles s'accumulent, elles peuvent boucher les canalisations, et donc plus de fontaines. Et les fontaines, Patrick, il y tient. Alors ça, c'est une clé à vanne qu'on utilise donc pour manier les différentes vannes du réseau hydraulique et ainsi permettre à l'eau de jaillir par les différentes fontaines, les différentes jets d'eau du domaine. Donc là, je vais vous ouvrir le bassin de la couronne et l'eau provient des douves. Alors le truc, c'est que tout le réseau hydraulique est ancien, puisqu'il date de la fin du 19e siècle.
et que toutes les vannes auraient besoin d'un bon changement. Tout le système aurait besoin d'être restauré, rénové. Je peux vous montrer la vanne qui est en dessous, cette plaque. Et toute l'eau qui est dans ce regard, c'est pas normal, l'eau provient des fuites. À Vaud, tout fonctionne encore sur le même principe qu'au XVIIe, c'est-à-dire par gravité. En l'occurrence, l'eau qui jaillit là, jaillit uniquement parce que les douves sont plus hautes. On a donc des réserves d'eau sur des points hauts. On ouvre la vanne et après, l'eau, naturellement, par gravité, jaillit au même niveau. Pour créer ces jeux d'eau, le nôtre a conçu un système ultra moderne pour l'époque, complètement autonome. En plus des douves, 3 réserves naturelles d'eau alimentent les bassins et les fontaines. L'une d'elles se trouve au fond du parc. Derrière nous, là, sous chaque allée, on a un aqueduc à 8 mètres de profondeur qui récolte l'eau des sources souterraines. Donc les aqueducs se remplissent en permanence d'eau et donc l'eau est stockée dans ces aqueducs souterrains. Régulièrement, les jardiniers descendent à 8 mètres sous terre pour entretenir les vannes de ces aqueducs. Elles ont 120 ans et peuvent facilement se gripper ou se bloquer. Pas de problème les gars? Initialement, il y avait un réseau hydraulique réalisé pour Fouquet, mais qui a été démonté au cours du XVIIIe siècle. En 1764, le propriétaire a revendu les canalisations en plomb, parce que le plomb avait déjà une valeur importante. Il a revendu les canalisations en plomb et après il a revendu le domaine. En 1890, M. Sommier refait vivre les fontaines en installant des canalisations en fonte. Mais la fonte, si ça casse, ça ne se répare pas. Donc, les jardiniers doivent redoubler d'efforts pour les sauvegarder. Attention aux doigts, comme d'hab. Ok. C'est pas toujours une partie de plaisir hein, quand il fait froid et que les vannes sont bloquées. C'est pas si facile que ça. Patrick veut remplacer tout le système. Il ne lui manque que la bagatelle de 8 millions d'euros. Pour financer les grands travaux et l'entretien, les propriétaires doivent attirer de plus en plus de monde au château. Et donc, faire preuve d'imagination. « 16h, l'heure du goûter. Aujourd'hui, au château, ce sera chocolat pour tout le monde. Lisa, la coordinatrice des événements, et Eric, le décorateur maison, attendent un livreur un peu spécial. 500 kilos, ça t'a pu sauter? Ça va? Bien et toi? Désolé. Ce livreur, c'est Aoki, l'un des meilleurs pâtissiers au monde. Dans son camion, plus de 500 kilos de chocolat emballés sous cellophane. On y va. On commence? Ouais. Bah, viens voir ce que je t'ai fait, si ça te plaît bien. Aoki est japonais. Pendant 3 jours, il est aussi la star du château. Donc, centre, il y a des 4 pieds ou... Oui, tu peux y aller, c'est costaud. C'est vrai? Jusqu'à 1000 kilos. 1000 kilos? Il y a des pieds, il y a 4 pieds. Tu as 4 pieds par plateau. Aoki expose une sculpture en cacao au centre du grand salon, car ce week-end, le château se transforme en palais du chocolat. L'occasion pour les visiteurs de déguster les friandises des plus grands chocolatiers. Les Japonais déballent la sculpture en chocolat massif sur un sol qui doit rester intact. Attention, attention, attention. Tiens, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, Sada, si tu peux juste faire attention de toutes les cases soient sur de la moquette par rapport au sol. Et puis voilà. Bah, il faut qu'on fasse toujours attention en fait parce que vu qu'on est dans un monument historique, nous on accueille toujours des événements d'exception, mais il faut toujours faire attention d'une part au confort visite des visiteurs. Deuxième part, il faut qu'on ait un événement d'exception qu'on arrive à organiser et toujours préserver le site. Donc on a les 3 challenges par jour. Pour cette sculpture éphémère, Aoki s'est inspiré des plans du jardin de Le Nôtre. Sur cette table, 2 mois de labeur et 3 heures d'installation. Sada, t'as ton chocolat qui coule comme ça où t'as des petites gouttes. C'est parce qu'il est laqué ou c'est parce que ça fond? Non, c'était C'est laqué? des givres. Des givres?
Et ça c'est pour... Ah oui, oui, parce que tu les as conservés. Ouais, c'était froid. D'accord, parce que c'était dans la pièce réfrigérée, donc c'est pour ça qu'il y a des petites gouttes. C'est pas que ça fond. Ne paniquons pas, le chocolat ne fond pas. Sûrement attiré par le parfum qui se dégage du grand salon, Jean-Charles vient voir si tout est en place pour l'ouverture du lendemain. Wow. Ça va, Zada? Ça va? Ouais. Super, hein? Ça te plaît? Bonjour. Ça va? Alors? Bien? Impressionnant, hein? C'est 100% vrai chocolat, donc c'est bien. C'est super. Vaux-le-Vicomte est à 50 km de Paris. C'est loin, surtout en hiver. En créant des événements comme le Palais du Chocolat, les frères Vauguet veulent attirer des curieux habituellement peu sensibles au patrimoine. La sculpture va maintenant dormir 3 jours au château pour être livrée au regard affamé de milliers de visiteurs. L'opération Chocolat, c'est parti. La file d'attente n'a jamais été aussi longue à Vaux et pour patienter, des comédiens revisitent l'histoire du château. Bonjour, cher ami, magnifique chapeau. Je suis André Le Nôtre, hein, voilà. Je présente à tous nos visiteurs le merveilleux château, les merveilleuses allées que nous avons fait avec mon ami Lubin, que vous voyez là-bas, et mon ami Lucas. Voilà! Cioccolino, cioccolino, cioccolino. Aspetta, controllo della personata. Controllo della personata. Aïe, aïe, aïe. Uno, solo uno. 3 pleins tarifs, un tarif réduit et 4 accès pour le DOS. 73 € s'il vous plaît. Bonne visite, au revoir. Autour du jardin d'Aoki, une 50aine de pâtissiers font leur démonstration. Ce sont les meilleurs de France. Le public a mordu à l'hameçon, le château ne désemplit pas. Oui, Didi. Ok, je peux envoyer. Pour contenir le flux, 16 personnes sont chargées de l'accueil du public et de la surveillance. Bah, Laurent, tu peux me faire monter, c'est bon. Merci. Alors, je suis désolée, je vais vous faire un petit peu patienter. C'est juste que c'est des petites pièces à l'étage, donc du coup, on est obligé de vous faire filtrer un petit peu. Je vous rappelle en même temps que les photos sont acceptées, mais sans flash. Donc je vous remercie. Pour protéger le château et ses objets de grande valeur, les règles sont strictes. Votre attention s'il vous plaît, nous vous rappelons que les flashs ne sont pas autorisés. No flash, please. Merci. Aujourd'hui, c'est Katia, l'œil de Vaux-le-Vicomte. Elle scrute la moindre infraction depuis l'un des 2 PC sécurité dans les combles du château. Alors, par exemple, dans la chambre carrée, vous avez des plaintes ici. Et à partir du moment où il passe cette plainte, ça fait déjà sonner des alarmes. Donc déjà le parquet, on le protège. Et puis les œuvres d'art que vous voyez au milieu aussi. Voilà, vous voyez. Votre attention s'il vous plaît, nous vous rappelons qu'il ne faut pas traverser les plaintes. Merci. Beaucoup de monde dans l'antichambre Fouquet. C'est qui en cuisine? C'est bon, je suis en cuisine et j'ai énormément de gens qui essayent de frauder, je sais. Claudine, le message c'est ferme la grille s'il te plaît, comme ça va canaliser un peu les gens. Grâce aux 25 caméras réparties dans le château, Katia voit absolument tout. Parfois, avec les visiteurs, elle tombe sur des perles. Alors, à qui la palme? Des couples qui font des photos un peu osées, qu'on est obligé de rappeler. On est obligé de rappeler qu'il faut bien se tenir quand même. Il peut y avoir des mineurs. C'est un peu l'interdit, ils jouent avec un peu l'interdit aussi. Sinon, si je peux vous rassurer, on a le kiosque à la grille d'honneur. Ça ne me rassure pas du tout. Merci Cédric, c'est super rassurant. En tout cas, Jean-Charles, lui, n'est pas mécontent. Cet événement est aussi un hommage à ses ancêtres sucriers. Moi, je suis un gros gourmand, alors je suis un grand fan de tous ces chocolats. C'est inhabituel, Jean-Charles a du mal à circuler dans son château. Ça fait du bien, ça veut dire que l'événement fonctionne. Et c'est vrai que ça fait depuis le début, depuis la première année, ça a tout de suite bien marché. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est de faire vivre le château, c'est de faire venir du monde pour payer aussi
l'entretien à veau qui coûte très cher et qui est très, très important. Normalement, on va peut-être faire 1000 visiteurs par jour au mois de novembre, peut-être 2000 s'il va faire beau. Voilà, on va faire sur 3 jours, on va faire entre 7 et 9. Donc c'est sûr que c'est du plus. 9 millions d'euros, c'est le budget de fonctionnement du domaine tous les ans. Pour les trouver, tous les moyens sont bons. D'ailleurs, les Vauguais ont été parmi les premiers châtelains français à installer une boutique de souvenirs. C'est Eric qui choisit chaque objet avec soin. Il faut les allécher comme dans toute boutique. Et on commence déjà à les allécher dès leur arrivée. Quand on a créé cette nouvelle boutique, on a mis une vitre. Et dès leur arrivée, quand ils font l'accueil, ils peuvent déjà s'apercevoir qu'il y a une belle boutique. Donc déjà, ça lui permet de leur faire rêver. Faire rêver dans une boutique de souvenirs, ce n'est pas gagné. Mais créatif, Eric s'est resté à la pointe de la mode. Cette année que j'adore et je trouve super, ce sont les foulards avec la maison Pétrus, une belle maison française, où on a pris une gravure d'Israël Sylvestre, voilà, avec les jardins de Vaud, et qu'on a modernisé avec des couleurs en violet, en vert, et le foulard Nicolas Fouquet, qui a été repris avec des boiseries du château, et c'est une vraie peinture de Lebrun, qu'on peut porter sur soi. La boutique génère 10% du chiffre d'affaires global. Le secret d'Eric, ne jamais être en rupture de stock, surtout pour le produit phare. Ça, c'est la meilleure vente du château. Nous l'avons dans 6 langues, en japonais, en chinois, en français, en anglais, en espagnol, en italien. Et voilà, tout visiteur veut repartir avec ce petit livre. Ça coûte 8,50 € et c'est le souvenir du domaine. Ils rentrent chez eux, ils lisent les détails et surtout, ils ont toujours un souvenir des photos. Malheureusement, tous les rêves ont une fin. L'opération chocolat aurait été un vrai succès. Plus de 7000 gourmands sont venus voir le monument et ses jardins. Le lendemain, le château se réveille doucement au rythme du pont-levis qui se baisse. Un symbole du XVIIe siècle que les propriétaires veulent conserver pour protéger le château pendant la nuit. Ok, à plus. C'est Michel, le patron des techniciens, qui s'en occupe. Michel est un pilier du château. Il y travaille depuis 25 ans. Alors les couloirs et les labyrinthes des sous-sols n'ont plus de secret pour lui. Il nous emmène dans les entrailles de Vaux-le-Vicomte. Il y a très peu de gens qui viennent ici parce que les dunes, c'est pas l'endroit idéal. Mais par contre, ça devait être l'endroit idéal pour les gens d'avant. Parce qu'ici, vous avez une vue à 180 degrés. Et par contre, vous n'êtes pas vu. Ces meurtrières n'ont jamais servi. C'est comme le pont-levis ou les douves, un rappel esthétique de la puissance des châteaux forts. Donc on est juste au niveau des douves. Et ici, on vient contrôler souvent, c'est le niveau d'eau. Et quand ce ne sont pas des problèmes d'inondation, ce sont des problèmes d'infiltration. Lentement, depuis des siècles, l'eau de pluie coule depuis les terrasses et forme des stalactites sur les voûtes. Donc ça, c'est très fragile, hein. Ça casse comme du verre, vous voyez. Alors ça, c'est le calcaire qui traverse le perron. À terme, les infiltrations risquent de fragiliser la structure, mais Michel ne peut rien y faire. Son quotidien, réparer tous les petits bobos du château, même si, comme pour les sangliers, les tâches les plus dangereuses sont l'affaire des propriétaires. Là, je vais enlever une ampoule, changer une ampoule, juste sur un spot qu'on met la nuit pour la sécurité et qui a grillé. Avant de revenir au château, il y a 4 ans, Alexandre était guide de haute montagne. L'altitude et la sécurité, il connaît bien. Alors... Michel. Ah, t'as un sac, ouais, parfait. Merci. Là, on est à
plus de 24 mètres là, du sol. Bah, c'est très dangereux, oui. Non, mais heureusement qu'il y a ces petits moments-là hein, pour prendre un peu l'air, prendre un peu d'altitude et avoir la vue sur les jardins. Comme son frère, il trouve toujours le moyen de lier l'utile à l'agréable, car ce petit tour sur les toits n'est pas tout à fait désintéressé. On s'est juste posé la question, est-ce que c'était nécessaire de faire appel à une entreprise spécialisée, qui coûte évidemment cher, et on le fait vraiment exceptionnellement, je veux dire, c'est des ampoules qui tiennent longtemps, et voilà, comme moi je sais un petit peu ce que c'est que le travail sur corde ou le travail en hauteur, j'y vais, et ça nous fait quand même une substantielle économie. Michel, lui, continue son ascension du château. Parfois, son travail consiste même à remonter le temps. Dans les combles, Michel remonte l'horloge, un mécanisme de précision du XVIIe siècle, restauré il y a 20 ans. Alors ça, il faut savoir que c'est 57 tours. Il y a 57 tours et c'est remonté, on va dire, pour logiquement 7 jours et 3 heures. Mais on le remonte 2 fois par semaine pour pas qu'elle s'arrête. Si l'horloge est trop remontée, les poids qui la font marcher risquent de se bloquer et elle pourrait tomber en panne. J'ai fait un repère pour dire de là, vous allez avoir une couleur. Dès l'instant où la couleur arrive, c'est que c'est bon. Je compte plus les tours. L'horloge est capricieuse et son système complexe. Pour la dompter, Michel a dû trouver quelques astuces. Ici, on a fait un repère de chaque côté pour que le balancier ne sorte pas de ses repères. Donc, dès l'instant où ça va sortir de ses repères, c'est qu'elle est mal réglée. Mais il y a peu de risques que cela arrive, car Michel vérifie toujours tout, des caves au clocher, là où il est le seul à pouvoir accéder. On a la cloche, et moi je viens voir souvent c'est les câbles, et puis les marteaux, voir s'il n'y a pas de problème, s'ils ne sont pas bloqués. Travailler à Vaux-le-Vicomte procure des privilèges exceptionnels. Ah bah ici, c'est une des plus belles vues du domaine. C'est toujours admirable quand on vient au Dôme. Pourtant, ça fait 25 ans que j'y monte, mais c'est toujours une admiration à chaque fois que vous montez. Hein. C'est quelque chose, c'est un endroit où on ne pourrait même pas s'en passer, tellement qu'à chaque fois, c'est merveilleux, quoi. Cette merveille, la famille Vaugué veut la faire connaître, la partager et même la rendre immortelle. Car la magie de Vaux opère aussi de l'intérieur. Le château compte des dizaines d'objets d'art, de meubles anciens, de peintures qui retracent son histoire. Pour mettre en valeur le château et ses trésors, un beau livre est en préparation. Bruno est le photographe du projet. C'est le meilleur qui a été choisi. Ce Suédois est une star dans son pays. Il est le photographe officiel de la famille royale de Suède. Je n'ai jamais été dans un château pareil avant. Il est même plus grand que celui de la famille royale en Suède. Et pourtant, il est privé, alors c'est incroyable. Et tout est parfaitement bien conservé. Une photo parfaite, c'est l'obsession du détail. Et là, les bougies ne sont pas droites. Alors Katia, la surveillante multifonction, se charge d'assister le photographe. Je redresse les bougies. Parce que l'artiste aime que ce soit bien droit. Bruno passe plusieurs jours au château pour ses photos. Mais à chaque fois qu'il a fini dans une pièce, il doit la remettre dans l'état exact dans lequel il l'a trouvée. Et cette fois, c'est Alexandre qui a le souci du détail. No, you have to push a good 50 centimeters on the left. Yeah. But yeah, two people. You say stop? Yeah, a little bit more. A little bit stop.
Au final, un livre de 400 pages sortira sur l'histoire et le prestige de Vaux. Mais parfois, ceux qui en ont les moyens peuvent en profiter directement, en toute intimité. C'est un peu la course, mais bon. Pourquoi? Ah bah parce qu'il faut que ce soit allumé pour 19h30, donc on essaye de faire en sorte qu'on soit à l'heure. Sophie, jardinière, s'occupe de la déco. Ce soir, le château est privatisé. Un moyen de plus de faire du chiffre d'affaires. Une entreprise a loué les salons pour un dîner haut de gamme. Les jardins doivent eux aussi revêtir leurs habits d'apparat. Vous comptez quoi là? Le nombre de pas entre la distance entre les bougies. Il faut que ce soit symétrique, donc pas trop chaud. Plus de 1000 bougies doivent être disposées partout dans le parc, car ces clients ont droit à une prestation de luxe. Il faut leur en mettre plein les yeux. Mais le temps vient jouer les troubles fêtes. C'est un peu humide. Sophie va mettre plus d'1 heure à allumer toutes les bougies et la soirée est loin d'être finie. On va attendre jusqu'à minuit, peut-être plus, en fin de soirée, et après on va devoir tout ramasser, voilà. Les soirées aux chandelles de Vaux-le-Vicomte sont réputées dans le monde entier. Eva Longoria et Tony Parker, ou encore la fille du milliardaire indien Lakshmi Mittal, ont célébré leur mariage dans ce décor de roi. Ce matin, Alexandre sort un trésor de son coffre, un document unique. Ok. C'est une lettre manuscrite de Jean de La Fontaine. Trop précieuse, il ne peut pas l'exposer au château comme les autres œuvres d'art, mais il voudrait la partager avec les visiteurs. Il a donc trouvé la solution, faire une reproduction manuelle la plus parfaite qui soit. Il confie son précieux à Catherine, une calligraphe d'expérience. Le facsimilé que je vous montrerai tout à l'heure, il est dans une des vitrines. Je peux me permettre de le sortir allez-y. avec beaucoup de précautions, bien sûr, pour voir la finesse de la page. D'accord. C'est tout léger. Jean de La Fontaine était l'un des artistes protégés par Nicolas Fouquet. Et La Fontaine est passé à Vaux, a passé du temps à Vaux. On imagine, et ça on n'a absolument aucune preuve, mais on imagine que le parc de 500 hectares étant juste là, il a dû effectivement passer beaucoup de temps dans le parc et donc dans la nature pour observer les animaux et, comme on le sait ensuite, écrire ses fables. Bon, bah écoutez, bon courage, faites attention, on a mis 3 gardes juste à l'extérieur de la pièce pour ne pas vous échapper. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Catherine choisit d'abord le papier. Il faut un grain assez fin et de légères stries pour ressembler à l'original. Ensuite, elle doit teindre la feuille afin de lui donner un aspect vieilli. Ça, cette patine-là, en fait, elle est faite à base de café, tout bêtement, avec des pigments ocre et sienne brûlée. C'est un peu fort, je dirais. Donc là, je peux estomper un peu. Une fois le papier peaufiné, elle le compare avec l'original pour être sûre de bien coller à la réalité. On est beaucoup plus vert marron de fond, hein. Plus uniforme. Un petit peu plus verdasse. On est loin encore de la couleur. Un travail minutieux, rien que pour le papier. Catherine s'attaquera à l'écriture dans quelques jours. Qui va avoir la belle robe marron? Pendant qu'elle se concentre sur son manuscrit, les jardiniers, eux, relâchent la pression. Alors, tout le monde est habillé ou pas là? J'allais faire ma mousse au chocolat. Non, on va pas fermer. Qui m'agrafe? Cet après-midi, ils préparent une petite surprise pour les jumeaux. Une vidéo réalisée par Lisa, une parenthèse gracieuse pour souder les équipes du château. Regarde-moi bien dans l'angle. On est quand même dans un domaine, un site touristique avec beaucoup d'événements et les services sont amenés à travailler tout le temps ensemble en fait. Et on ne se voit pas spécialement souvent. Et voilà, c'est histoire de rire un petit peu parce qu'on a quand même un quotidien très agité. Donc,
qui lui arrive. Il bouge pas. Sinon, il y a des feuilles à souffler. Voilà. Ok. On a hâte que d'une chose, c'est de voir la réaction de Jean-Charles Alexandre le 6 et de tout le monde. Le film sera projeté le soir de la fête de Noël des employés du domaine. Justement, dans le grand salon, l'activité bat son plein. Éric s'attaque à l'un des temps forts de Vaud, Noël. 1 mois et demi de préparation pour faire rêver les visiteurs. J'ai été chez le fournisseur, j'ai trouvé ces pans. Et ces pans m'ont fasciné. Et j'ai dit à Jean-Charles, et si on faisait un énorme sapin avec des pans? Et comme on a des pans dans le château, on s'est dit, allez, on part sur l'idée des pans. Plus de 5000 objets à placer sur le sapin de 8 mètres de haut, fabriqué sur mesure pour le château. Maintenant, le plus dur, c'est de l'assembler. Faut pas que ça pète. Hein. Tu peux monter. L'arbre est tellement lourd qu'il est attaché au dôme par un filin et hissé par un système de poulies. Arrête-toi 2 secondes. En fait, il faut coordonner la montée avec le montage. Sébastien est donc posté juste au-dessus du dôme, la partie la plus fragile du château. En fait, tout le dôme est en plâtre. Et ensuite, donc, il y a les parties peintes. On a bien la consigne de ne pas marcher sur le dôme. Si on intervient, on doit systématiquement s'attacher, s'arnacher ou marcher uniquement sur les poutres et poutrelles. Pourquoi? C'est fragile. Tu peux redescendre doucement, Sébastien. Ok, on y va, vous m'arrêtez. C'est bon. Qu'il arrête 2 secondes, on va mettre le... Ah, parce que là, on est pas devant. Allô? Oui. Tu peux t'arrêter 2 secondes, on va fixer le dernier cercle. Il aura fallu plus de 2 jours à Éric et son équipe pour monter le sapin. Ça y est, c'est terminé. Les 2 derniers anneaux sont toujours assez compliqués. Il ne faut surtout pas que ça tombe. Et après, il faut tout sécuriser, surtout pour les visiteurs. Vous avez encore besoin de moi là-haut? Ah, on l'a oublié. Bah Sébastien, on t'avait oublié, tu peux redescendre. Ah bah ça c'est gentil ça. Désolé, merci. Dernier jour au château pour Catherine. On la retrouve en pleine séance de travail. Aujourd'hui, c'est l'étape la plus importante, la recopie de l'écriture de La Fontaine. Je regarde chaque lettre, comment elle est attaquée, où est-ce qu'il a mis la pression de la plume, où est-ce qu'il a levé, etc. Et il ne faut évidemment pas que mon écriture vienne envahir son écriture. Donc c'est quelque chose où il faut être très 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 concentré sur ce qu'on est en train de faire. C'est assez épuisant. Après l'écriture, Catherine s'attaque aux derniers détails. Les poinçons qui sont aussi sur l'original et les pliures de la feuille qui doivent être exactement les mêmes. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, des petits défauts, hein, mais dans l'ensemble, oui, c'est pas un mauvais travail. Ultime étape, montrer à Jean-Charles le résultat de son travail. Elle a rendez-vous dans son bureau avec une petite boule au ventre. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ouais. Asseyez-vous. J'irais mieux quand ça Ouais. le résultat. Bah, ça a l'air très 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 proche quand même. Hein. C'est impressionnant. Hein. On va essayer de ne pas avoir le soleil dans les yeux pour regarder ça. Un sacré talent quand même. Hein. Merci. Recopier l'écriture de La Fontaine. La couleur est bonne, là? Ah oui. Non, c'est vrai, elle est pas mal, oui. Mais la couleur est bonne, c'est vrai. Elle est peut-être un poil plus foncée sur l'original. Ah bah ça, ouais. Hein, elle est peut-être un peu plus noire. Jean-Charles est tatillon, mais dans sa quête d'authenticité, le but est atteint. Bon, les visiteurs vont être contents. Faudra J'espère. Avec ça, vous participez à cette émotion et à cette atmosphère, à recréer cette atmosphère 17e.
Voilà, ça repart au coffre. L'original repart à la banque, mais la copie, elle, sera exposée, probablement dans la chambre où La Fontaine a vécu. Catherine est fière de laisser sa trace à Vaux-le-Vicomte. Il est 8 heures. Ce matin, c'est Mélanie qui est chargée d'ouvrir les grilles du château. Tous les jours, une équipe de 3 personnes fait le tour des intérieurs avant l'arrivée du public. Pour Mélanie, bichonner le château, c'est faire plaisir aux visiteurs. On dit bah il est propre le château, il brille, on voit qu'il a été soigné. Puis ils demandent pourquoi, qui fait ça, est-ce que c'est des femmes de ménage, on leur dit que c'est nous. On dit non mais c'est pas possible, c'est juste pas possible quoi. Tout le monde se donne à fond, car c'est le premier jour d'ouverture avec les décorations de Noël. D'ailleurs, Jean-Charles et sa directrice font les dernières vérifications. J'espère qu'ils ont bien gardé le petit Jésus pour le 25. Qui est derrière d'ailleurs, qui est là. Toutes les pièces du rez-de-chaussée ont été décorées. Jean-Charles veut que les visiteurs soient émerveillés. C'est tout bête, mais on ne s'attendait pas au succès des feux de cheminée. Les visiteurs en ont beaucoup parlé et ils nous ont dit on a presque l'impression de ne pas être des visiteurs, mais d'être invités dans cette maison pour Noël. À 20h, le public est parti, mais le château ne dort pas. Ce soir, c'est la fête privée du personnel. Au menu, petit four, bonbons pour les enfants, mais surtout, projection de la vidéo surprise. C'est la première fois que Jean-Charles assiste à un tel spectacle. J'ai trouvé ça vraiment très drôle et très sympathique et je suis content de voir que l'équipe se sent bien, que tout le monde a joué le jeu et qu'il y a un super esprit. C'est pas le même esprit que les jeux d'esprit du 17e, mais il y a un super esprit et c'est le principal. Grâce aux efforts passionnés de la famille Vaugué et de ses équipes, le château continue de vivre. Mais ce qui reste à faire est immense. De quoi occuper des générations de châtelains en herbe.